Il existe des idées qui ne vieillissent pas, non pas parce qu'elles ont résisté à l'épreuve du temps par leur rigueur scientifique, mais parce qu'elles ont trouvé quelque chose de vrai à l'intérieur de nous, quelque chose que nous savions déjà, obscurément, sans jamais avoir eu les mots pour le dire. Il y a un homme qui a passé toute sa vie à nommer ces choses-là, à cartographier les territoires souterrains de l'âme humaine, avec la patience d'un explorateur et l'inquiétude d'un homme qui sait, qui avance sans carte. Cet homme s'appelait Carl Gustav Jung. Et la question que l'on pose souvent à son sujet, pourquoi ces idées continuent-elles de nous hanter des décennies après sa mort, n'a pas de réponse simple. Elle a, en revanche, une histoire longue, étrange, parfois troublante et profondément humaine. C'est cette histoire que nous allons traverser ensemble ce soir, doucement, dans la lumière tamisée de la nuit. Il y a quelque chose de particulier dans les penseurs qui nous hantent. Ce ne sont pas nécessairement les plus rigoureux, ni les plus systématiques. Ce sont ceux qui ont osé toucher à ce que nous préférons ne pas regarder en face. La part de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Les rêves qui reviennent sans qu'on les ait invités. L'ombre qui nous suit sans que l'on sache très bien où elle commence et où elle finit. Jung était l'un de ces rares esprits qui ont regardé l'obscurité de l'âme non pas avec terreur, mais avec une curiosité presque tendre. Et c'est peut-être pour cela que sa voix résonne encore aujourd'hui. Et ses voyages nocturnes à travers l'histoire et la pensée humaine t'aident à déposer le poids de la journée. Nous t'invitons à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire quelle histoire tu aimerais entendre prochainement. Chaque soir, une nouvelle voix du passé vient s'asseoir à côté de toi. Les idées de Jung sont partout aujourd'hui, souvent sans que l'on sache qu'elles viennent de lui. L'ombre, les archétypes, l'inconscient collectif, l'individuation. Ces mots ont quitté les cabinets de thérapie pour s'installer dans le cinéma, la littérature, les conversations du quotidien, et même les recoins les plus inattendus de la culture contemporaine. Mais derrière ces concepts devenus presque familiers, se cache la vie d'un homme profondément divisé, profondément humain, qui a traversé des crises intérieures d'une intensité rare pour en rapporter quelques lumières fragiles. Comprendre Jung et comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous continuons, nous aussi, à nous chercher. Voici l'histoire du soir de Carl Gustav Jung, chapitre 1. L'enfant aux deux visages. Il y avait dans le canton de Turgovie, au bord du lac de Constance, un village si petit qu'il semblait exister entre deux respirations du monde. Keswill. Un nom doux, presque inaudible. C'est là, le 26 juillet 1875, qu'est né Carl Gustav Jung, fils d'un pasteur protestant, petit-fils d'une longue lignée de clercs et de professeurs, héritier d'une tradition de foi qui était déjà, au moment de sa naissance, en train de se fissurer doucement de l'intérieur. Les premières années se passèrent dans ce mouvement lent et inévitable propre aux familles de province, déménagements modestes, paroisses successives. Une maison de cure dans laquelle les meubles n'avaient jamais
tout à fait l'air d'appartenir à la pièce où il se trouvait. Quand Karl eut 6 mois, son père Paul reçut une nouvelle affectation à Laufen, non loin des chutes du Rhin. Puis, quelques années plus tard, la famille s'installa à Kleinhüningen, à la périphérie de Bâle. Une ville dont les bibliothèques et les universités allaient un jour façonner la vie intellectuelle du jeune garçon, mais qui, pour l'heure, n'était qu'un horizon gris et humide de l'autre côté des prés. Le presbytère de Kleinhüningen était une maison sérieuse, aux murs épais, aux fenêtres qui laissaient entrer une lumière filtrée et pâle. C'est dans cette maison que Karl grandit, entre un père qu'il aimait et une mère qu'il ne comprenait pas tout à fait. Paul Jung était un homme doux, instruit, porté par une foi sincère, qu'il ne parvenait plus à défendre contre les doutes qui, année après année, creusaient en lui un silence de plus en plus profond. Émilie, la mère, était une femme d'une toute autre nature. Pendant la journée, elle était normale, présente, presque ordinaire. Mais la nuit, selon ce que Karl rapportera plus tard dans son autobiographie, elle devenait étrange et lointaine, comme habitée par quelque chose que le langage de la journée ne pouvait pas nommer. Elle avait des absences, des voix peut-être, une double présence qui troublait son fils autant qu'elle le fascinait. Carl Jung grandit donc entre deux silences, celui de son père qui avait perdu Dieu sans pouvoir l'admettre, et celui de sa mère qui semblait en avoir trouvé plusieurs. Et dans cet espace intermédiaire, entre la foi mourante et le mystère nocturne, quelque chose de très particulier se forma dans l'esprit du jeune garçon. Il se percevait lui-même comme deux personnes. Ce n'était pas une pathologie, ce n'était pas une confusion. C'était une certitude intime, difficile à formuler, mais impossible à ignorer. Il y avait la personnalité numéro 1, le Karl ordinaire, l'écolier de Bâle, le fils du pasteur, le garçon qui avait des camarades et des devoirs et des habitudes. Et il y avait la personnalité numéro 2, une présence plus ancienne, plus grave, un homme de l'autre siècle peut-être, et quelqu'un qui savait des choses que l'enfant ne savait pas encore formuler, quelqu'un pour qui les questions essentielles n'avaient jamais de réponse simple. Cette dualité n'était pas un fardeau, elle était une compagnie. Dans cette compagnie, Karl inventa des rituels. Il y avait, dans sa trousse d'écolier, une règle en bois dont il avait sculpté l'extrémité pour en faire une petite figurine. Un mannequin, à peine quelques centimètres de hauteur. Il avait peint une pierre en 2 couleurs, une moitié sombre et l'autre claire. Et il avait placé cette pierre et ce mannequin dans un étui qu'il avait ensuite caché dans le grenier de la maison, sur une poutre que lui seul connaissait. Régulièrement, il montait jusqu'à cette cachette et apportait de petits rouleaux de papier sur lesquels il avait inscrit des messages dans un langage qu'il avait inventé lui-même. Personne ne le soupçonnait. Personne ne le savait. C'était son secret, son sanctuaire intérieur rendu physique. Il ne comprit que bien plus tard, des décennies plus tard, après avoir parcouru les archives de l'anthropologie mondiale, que ce qu'il avait fait dans ce grenier ressemblait de façon troublante aux rituels des cultures indigènes d'Australie et d'Afrique.
Ils gardaient eux aussi des objets sacrés, des pierres âmes, des supports du divin qu'aucun étranger ne devait voir. Il n'avait rien lu de tout cela. Il ne connaissait rien de ces traditions. Il avait simplement fait, spontanément, ce que l'âme humaine semble avoir toujours su faire. Créer un espace intérieur et lui donner une forme visible. Ce serait la première intuition de ce qu'il appellerait plus tard l'inconscient collectif. Mais pour l'heure, il était simplement un enfant solitaire dans un grenier, et cela lui suffisait. La solitude était sa condition naturelle. Il avait peu d'amis. Il préférait les livres aux jeux de groupe, les promenades seules au bord du Rhin, aux après-midi bruyants dans les cours d'école. Il observait les autres avec une attention qui les mettait parfois mal à l'aise. Ce regard tranquille et légèrement trop perçant d'un garçon qui écoute non seulement ce que vous dites, mais ce que vous ne dites pas. Ses instituteurs le trouvaient brillant, mais difficile à saisir. Ses camarades le trouvaient distant. Et lui, dans le silence de tout cela, continuait à cultiver son monde intérieur, comme d'autres cultivent un jardin. Puis vint le moment qui lui apprit, d'une façon brutale et définitive, ce qu'était un symptôme psychologique. Karl avait 12 ans. Un après-midi, dans la cour du gymnasium humaniste de Bâle, un camarade le poussa si violemment qu'il tomba et perdit connaissance quelques instants. À peine revenu à lui, une pensée traversa son esprit, claire, précise, presque joyeuse dans sa perversité. Maintenant, tu n'auras plus besoin d'aller à l'école. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il se levait pour aller en classe, chaque fois qu'il ouvrait un cahier, il s'évanouissait. Cela dura 6 mois. Les médecins soupçonnèrent l'épilepsie. Ses parents s'inquiétèrent. Et Karl, libéré de l'école, passa ses journées à lire, à se promener, à vivre dans sa tête, jusqu'au jour où il entendit, derrière une porte entr'ouverte, son père parler à voix basse d'avenir compromis, d'un fils qui ne pourrait jamais subvenir à ses propres besoins. Quelque chose se contracta dans la poitrine du garçon. Il alla s'asseoir dans le bureau de son père, ouvrit un manuel de grammaire latine et décida de ne plus s'évanouir. Il faillit encore 3 fois. Mais il tint, il ne s'évanouit plus jamais. Ce soir-là, dans le silence du bureau paternel, Carl Gustav Jung fit l'expérience la plus importante de sa jeunesse. Il comprit que le corps obéit à des forces que l'esprit conscient ne commande pas, que quelque chose en lui avait voulu la fuite, avait fabriqué une maladie pour y parvenir, et que ce quelque chose était une puissance réelle. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'architecture. Une architecture intérieure qu'il passerait le reste de sa vie à explorer. Il apprit ce jour-là, écrivit-il dans ses mémoires, ce qu'était une névrose. Les années qui suivirent furent marquées par une découverte intellectuelle d'une intensité rare. À l'adolescence, Jung se jeta dans la philosophie avec la voracité d'un homme qui a soif depuis longtemps. Kant, Schopenhauer, Nietzsche, il les lisait le soir à la lumière d'une lampe, dans le presbytère silencieux, pendant que son père dormait d'un sommeil de plus en plus lourd et que sa mère murmurait dans la pièce A. Nietzsche, surtout, le fascinait et l'effrayait à la fois. Fascinait
parce que cet homme avait regardé dans le gouffre sans scier, effrayait, parce que le gouffre semblait l'avoir regardé en retour et y avait laissé quelque chose. La foi était la grande question de ces années. Ken. Karl voyait son père se battre avec elle, perdre pied dans la théologie, s'épuiser à prêcher des certitudes qu'il n'avait plus. C'était un spectacle douloureux et tendre. Paul Jung était un homme bon, un homme sincère. Mais la sincérité et la foi ne sont pas toujours la même chose, et le fils en prenait douloureusement conscience. Quand Paul mourut en 1896, Karl avait 21 ans. La famille se retrouva dans une pauvreté relative, dépendante de la générosité de cousins et d'oncles pour financer les études du jeune homme. Ce fut cette pauvreté, en partie, qui orienta ses choix. Il avait voulu étudier l'archéologie. Il avait rêvé de sciences naturelles. Mais l'université de Bâle ne proposait ni l'une ni l'autre à un niveau suffisant. Il se tourna alors vers la médecine et à l'intérieur de la médecine, vers une spécialité que ses condisciples considéraient avec une certaine condescendance, la psychiatrie. Cette discipline qui s'occupait des fous, des hystériques, des visionnaires et des âmes brisées. Cette discipline à la frontière du scientifique et du mystérieux, pour Jung, ce n'était pas un pis-aller, c'était exactement la bonne porte. Car la psychiatrie était précisément le lieu où la biologie et l'esprit se rencontraient, où le corps et l'âme cessaient d'être deux choses séparées pour redevenir ce qu'ils avaient toujours été. Une seule et même énigme. Là, dans les cas cliniques et les salles d'asile, dans les rêves des patients et leurs associations d'idées déconcertantes, Jung sentait que quelque chose de fondamental attendait d'être découvert. Quelque chose qu'aucun manuel n'avait encore formulé correctement. Il finit ses études de médecine en 1900. Il avait 25 ans. Le siècle venait de changer. Et Carl Gustav Jung, fils d'un pasteur sans foi et d'une mère aux deux visages, se préparait à entrer dans un asile psychiatrique avec, dans une poche, ses diplômes et dans l'autre les questions d'un enfant qui n'avait jamais tout à fait cessé de monter au grenier. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Chapitre 2. Le prince héritier de Freud. L'hôpital psychiatrique du Burgelsli, à Zurich, était au tournant du siècle un endroit à part dans le monde de la médecine européenne, sous la direction d'Eugène Bleuler, un psychiatre d'une rigueur et d'une humanité rares pour l'époque. Le Burgelsli n'était pas seulement un lieu de traitement, c'était un laboratoire d'idées. On y prenait les patients au sérieux, on tentait de comprendre leur folie plutôt que de la contenir. Et c'est dans cet environnement d'une exigence tranquille que Jung, fraîchement arrivé en décembre 1900, prit ses premières fonctions de médecin assistant. Il habitait à l'hôpital même. Les règles de Bleuler étaient strictes. Pas d'alcool, présence continue, immersion totale dans la vie de l'institution. Jung dormait dans le bâtiment, mangeait dans le bâtiment, travaillait dans le bâtiment. Les patients étaient ses voisins permanents. Leur délire, leur terreur, leur silence inhabité devenaient le tissu de ses journées. Et loin d'en être accablé, il en était fasciné. Il commença rapidement à travailler sur les tests d'association de mots, une technique déjà utilisée par d'autres chercheurs.
mais que Jung allait transformer en quelque chose de beaucoup plus révélateur. Le principe était simple, on lisait à voix haute un mot, et le patient devait répondre avec le premier mot qui lui venait à l'esprit. On mesurait le temps de réaction. On notait les hésitations, les répétitions, les rougeurs, les silences. Et dans ces micro-moments de résistance, dans ces fractions de secondes où quelque chose bloquait, la réponse spontanée, Jung vit ce que personne d'autre n'avait encore nommé avec cette clarté. La preuve de l'existence de ce qu'il appela les complexes, des nœuds émotionnels chargés d'une énergie intense, enfouis sous la surface de la conscience et capables de perturber, de déformer, de contrôler le comportement d'un individu sans que celui-ci en soit le moins du monde conscient. C'était une découverte d'une portée immense. Et elle fit rapidement le tour du monde académique. Jung publia ses recherches. Sa réputation grandit. On commença à parler de lui au-delà des cercles suisses. Et dans ce contexte qu'un livre arriva sur son bureau. Un livre qu'un collègue lui avait demandé de lire et de commenter. Un livre intitulé « L'interprétation des rêves » signé d'un certain Sigmund Freud, médecin viennois. Jung le lut, puis le relut. Il trouva le livre difficile, dense, provocateur. Il y avait là une intelligence d'un autre ordre, une façon de regarder la psyché humaine qui ressemblait à la sienne par certains aspects et s'en éloignait par d'autres. Mais surtout, il y avait là un homme qui prenait l'inconscient au sérieux. Il construisait une science à partir de ce que les autres considéraient comme du bruit ou de la pathologie. Jung envoya à Freud une copie de ses études d'association de mots. Et Freud, depuis Vienne, répondit. La correspondance débuta. Elle s'accéléra. Les lettres s'allongèrent, se firent plus personnelles, plus intenses. Et le 3 mars 1907, Carl Jung prit le train pour Vienne. Leur première rencontre dura 13 heures. 13 heures sans interruption notable, à parler de rêves, d'inconscient, de névrose, de libido, de symboles, d'enfance, de sexualité, de religion, de science, d'avenir. Deux esprits dont les engrenages s'emboîtaient avec une précision troublante et parfois se heurtaient avec une force égale. Jung avait 31 ans. Freud en avait 50. L'écart d'âge jouait son rôle. Freud voyait en Jung un fils intellectuel, le successeur dont il avait besoin pour donner à la psychanalyse une légitimité au-delà de Vienne. Au-delà des milieux juifs d'Europe centrale, qui était le premier public de ses idées. Jung, protestant, suisse, universitaire dans une institution réputée, représentait quelque chose de stratégique pour Freud. Et Jung, de son côté, voyait en Freud le père intellectuel qu'il n'avait jamais eu, l'homme qui avait transformé ses propres intuitions en système, qui avait osé mettre la psyché sur la table d'examen, sans en craindre les conclusions. L'alliance fut scellée rapidement. Elle fut intense, productive et portée, dès le début, par des tensions que ni l'un ni l'autre ne voulaient regarder en face. Jung rejoignit le mouvement psychanalytique avec enthousiasme. Il contribua à la fondation de l'Association internationale de psychanalyse,
dont Freud lui offrit la présidence en 1910. Geste à la fois généreux et calculé. Il voyagea avec Freud, travailla avec lui, défendit ses idées devant des publics souvent hostiles. Ensemble, en 1909, traversèrent l'Atlantique pour aller donner des conférences à l'université Clark dans le Massachusetts. L'Amérique les reçut avec curiosité et chaleur. La psychanalyse dans les salons de New York et les amphithéâtres de Boston semblait être exactement le genre de révolution intellectuelle que le Nouveau Monde était prêt à accueillir. Mais c'est sur ce même bateau qu'il est porté vers l'Amérique que les premières fissures apparurent. Freud et Jung s'analysaient mutuellement. Comme il était d'usage dans les cercles psychanalytiques, ils échangeaient leurs rêves, tentaient d'en déchiffrer le sens. Et à un moment de cette traversée, Freud refusa de donner à Jung certaines informations personnelles qui auraient permis d'aller plus loin dans l'interprétation d'un de ses songes. La raison, rapportée plus tard par Jung, fut laconique et révélatrice. « Je ne peux pas risquer mon autorité. » Cette phrase frappa Jung comme une gifle tranquille. L'autorité ne pouvait pas être fondée sur l'aveuglement volontaire. La psychanalyse ne pouvait pas être une science si son fondateur se soustrayait lui-même à ses propres méthodes. Quelque chose s'était déplacé. Dans les années qui suivirent, la divergence intellectuelle s'approfondit lentement, inévitablement, comme une fissure dans un mur que l'on essaie d'ignorer. La grande pomme de discorde était la notion de libido. Pour Freud, la libido était une énergie essentiellement sexuelle, le moteur fondamental de la psyché humaine, la clé de toutes les névroses, le secret enfoui sous chaque symptôme. Jung, sans nier l'importance de la sexualité, ne pouvait pas se résoudre à cette réduction. Il voyait dans la libido une énergie psychique plus large, plus indifférenciée, une force vitale qui pouvait se manifester comme désir sexuel, certes, mais aussi comme besoin religieux, comme pulsion créatrice, comme quête de sens. Et dans cette divergence théorique, apparemment technique, se cachait une divergence profonde sur la nature humaine elle-même. Que l'homme est d'abord un être de désir ou un être de sens. La rupture se matérialisa en 1912. Jung publia un livre intitulé « Métamorphose et symboles de la libido », un travail d'une ambition considérable qui puisait dans la mythologie mondiale, dans les rites primitifs, dans les symboles religieux, pour démontrer que l'inconscient humain n'était pas seulement personnel, mais collectif. Nous portions en nous, sans le savoir, les images et les structures d'une humanité bien plus ancienne que notre propre biographie. Le texte était un défi direct au fondement de la pensée freudienne, et Freud le reçut comme tel. Les lettres qui suivirent furent douloureuses, froides, précises dans leur cruauté. Freud accusa Jung de régression, d'obscurantisme, d'un refus de regarder la sexualité en face. Jung accusa Freud de dogmatisme, de ne pas pouvoir supporter d'être contredit et de traiter ses disciples comme des patients plutôt que comme des collègues. Il y eut encore une dernière rencontre à Munich, en novembre 1912, lors de laquelle Freud s'évanouit soudainement. Jung le souleva dans ses bras et le porta jusqu'à un canapé. Et dans ce moment extraordinaire,
le fils soutenant le père tombé. Quelque chose se dit sans mots. 1 janvier 1913, les lettres cessèrent. Texte sumérien. En avril 1914, Jung démissionna de la présidence de l'Association internationale de psychanalyse. La rupture était consommée. Elle laissa Jung dans un état qu'il décrivit plus tard comme une désorientation profonde. Tous ceux qu'il avait connus dans les cercles freudiens s'éloignèrent de lui. Son réseau s'effondra du jour au lendemain. Il n'était plus le prince héritier de Freud, il n'était plus rien que lui-même, sans école, sans mouvement, sans les boucliers que la reconnaissance collective offre contre le doute intérieur. Il avait 40 ans, il avait 5 enfants, il avait une femme admirable, Emma, qui travaillait à ses côtés et devenait elle-même une psychanalyste de premier plan. Et il avait, quelque part dans les profondeurs de sa propre psyché, quelque chose qui commençait à gronder de façon inquiétante. Ce n'était pas la fin. C'était la condition nécessaire d'un commencement absolument différent. L'histoire avait bougé sous ses pieds et dans le silence qui suivit la rupture, quelque chose vint à lui depuis le fond de lui-même. Non pas une idée, non pas une théorie, mais une image. La première d'une longue série. Le premier murmure de ce qui allait devenir, dans les années les plus sombres et les plus fertiles de sa vie, le livre rouge, chapitre 3, de In. La descente. Le livre rouge, l'automne 1913, tomba sur Zurich, comme tombent tous les automnes, avec cette lumière qui recule, cette qualité particulière du silence qui s'installe dans les espaces entre les choses. Mais pour Carl Jung, cet automne-là n'était pas comme les autres. Il avait commencé à avoir des visions. Ce n'étaient pas des rêves, à proprement parler. C'était autre chose, des irruptions de la psyché dans la veille, des images qui surgissaient avec une force et une netteté déconcertantes pendant qu'il était assis dans son bureau ou marchait au bord du lac. En octobre 1913, lors d'un de ses voyages en train, il fut soudainement submergé par une vision d'une violence extraordinaire. Il vit l'Europe entière recouverte d'une mer de sang, des villes détruites, des milliers de corps, et un déluge rouge qui s'étendait du nord au sud, de l'est à l'ouest, engloutissant tout. La vision dura longtemps, et quand elle se dissipa, Jung était épuisé, troublé, incertain de ce qu'il avait vu. Il répéta l'expérience plusieurs fois dans les semaines qui suivirent. La vision revenait, sous des formes légèrement différentes, mais toujours catastrophiques. Des fleuves de sang, des ruines, une humanité noyée sous ses propres ombres. Jung se demanda sérieusement s'il était en train de devenir fou, s'il était au bord de la psychose. Il était en train de perdre pied de la même façon que certains de ses patients au Burgelsli. Puis, en août 1914, les armées d'Europe se mirent en marche. La Première Guerre mondiale commença et Jung comprit, avec une clarté qui lui fit froid dans le dos, que ces visions n'étaient pas la preuve de sa folie personnelle. Elles étaient la preuve que quelque chose dans la psyché humaine collective, dans ce qu'il appelait encore maladroitement l'inconscient profond, avait anticipé le désastre. Que l'inconscient n'était pas seulement un dépôt de refoulement personnel, mais un espace où quelque chose de l'ordre de l'esprit du temps,
du Zeitgeist, circulait à des profondeurs que la conscience individuelle ne pouvait pas atteindre directement. Cette expérience changea tout. Elle ne le rassura pas. Elle l'obligea au contraire à plonger encore plus profondément. Il prit une décision que beaucoup auraient jugée dangereuse. Plutôt que de résister à ces irruptions de l'inconscient, plutôt que de les contenir ou de les analyser depuis une distance sécurisante, il allait les laisser venir. Il allait descendre délibérément et il allait pratiquer ce qu'il appellera plus tard l'imagination active. Une technique consistant à entrer dans un état semi-hypnotique, à laisser les images se former librement, à dialoguer avec les figures qui surgissaient comme s'il leur parlait véritablement. Il s'asseyait dans son bureau le soir, après avoir mis ses enfants au lit. Il fermait les yeux et il descendait, qu'il trouva là-bas, était étrange au-delà de ce que les mots peuvent facilement contenir. Il rencontra des figures intérieures qui avaient des noms, des voix, des personnalités distinctes. Il y avait une vieille femme qu'il appela Salomé, et il y avait un prophète aux cheveux blancs aux ailes d'un oiseau mythique qu'il appela Philémon. Philémon était le plus important, celui qui parlait le plus, celui dont la sagesse dépassait parfois ce que Jung lui-même pouvait comprendre sur le moment. Jung notait leur dialogue, transcrivait chaque vision avec soin, chaque détail, chaque mot prononcé dans ces conversations intérieures que la psyché ordinaire n'aurait jamais osé tenir. Et il fit quelque chose que la plupart des psychiatres de son époque n'auraient jamais fait. Il prit ces figures au sérieux, non pas comme des hallucinations à éliminer, non pas comme des symptômes à interpréter à distance, mais comme des interlocuteurs réels, pas réels au sens où ils auraient existé en dehors de lui, mais réels au sens où il portait une sagesse que son moi conscient ne possédait pas. Mes pensées, écrit-il dans ses notes de l'époque, ne sont pas nécessairement miennes. C'était un renversement vertigineux, et c'était le germe de toute sa psychologie future. Il remplit plusieurs carnets noirs de ses notes, des pages serrées d'une écriture petite et précise, traversée parfois de dessins, de mandalas, de symboles que sa main semblait tracer d'elle-même. Et vers 1915, il prit une décision supplémentaire. Il allait transcrire tout cela dans un grand livre, avec soin, en calligraphiant les textes à la plume, en peignant les images à la gouache et à l'aquarelle. Il commanda un volume relié de cuir rouge, un grand livre, épais, lourd, dont les pages de vélin attendaient. Le Liber Novus, le livre rouge, commença à prendre forme. Ce travail dura 16 ans. 16 ans de transcription, d'illustration, de retour en arrière, de couches successives de sens et de couleurs. Jung travailla sur ce livre dans les heures que lui laissaient ses patients, sa famille, ses écrits théoriques. Il le travailla le soir à la lumière d'une lampe. Il le travailla parfois au bord du lac, dans la maison de Küsnacht, que la fortune d'Emma, héritière d'une famille d'industriels prospères, avait permis de construire. Et il ne le montra à personne, ou presque. C'était son laboratoire secret, son espace d'expérimentation le plus intime, la chambre des fondations sur laquelle toute son œuvre théorique allait reposer. Car c'est dans le livre rouge que naquirent
à l'état brut et vivant. Les concepts qui allaient faire de Jung l'une des figures intellectuelles les plus influentes du XXe siècle. L'ombre, cette partie de soi que l'on préfère ne pas voir, que l'on projette sur les autres, et qui gouverne en silence une grande part de notre comportement. L'anima et l'animus, les figures féminines et masculines qui habitent l'inconscient de tout être humain et dont la négligence crée des déséquilibres profonds. Le soi, non pas le moi de la conscience ordinaire, mais quelque chose de plus grand, d'organisateur, que Jung appelait le centre de la personnalité totale, et qui cherchait à travers toute une vie à se réaliser pleinement. Et l'individuation, ce processus long, difficile, jamais tout à fait achevé, par lequel un être humain cesse d'être le masque qu'on lui a appris à porter pour commencer à devenir ce qu'il est vraiment. Tout cela était là, dans ce livre que personne ne verrait pendant près d'un siècle, mais pendant ces mêmes années de descente, la vie de Jung à l'extérieur du livre rouge était loin d'être simple. Et ici, l'honnêteté du récit exige que l'on parle de ce qui rendait sa situation personnelle profondément tendue, moralement compliquée et humainement douloureuse. Il y avait Emma. Emma Jung était une femme d'une intelligence et d'une générosité remarquables. Elle avait choisi, avec ses propres ressources intellectuelles, de devenir psychanalyste elle-même. Non pour suivre son mari, mais parce que les questions qu'il posait étaient aussi les siennes. Elle avait collaboré à ses travaux, soutenu ses recherches sur la légende du Graal, élevé leurs 5 enfants dans une maison que son héritage permettait de tenir. Elle était la fondation et puis il y avait Toni Wolff. Toni Wolff était arrivée dans la vie de Jung comme patiente. Autour de 1910, elle était jeune, brillante, profondément intuitive et dotée d'une sensibilité aux profondeurs de la psyché qui faisait d'elle une compagne exceptionnelle dans le voyage intérieur que Jung était en train d'entreprendre. Elle devint sa collaboratrice intellectuelle, son analyste en quelque sorte inversée, elle qui plongeait avec lui dans les eaux que personne d'autre ne voulait habiter. Et elle devint aussi, selon ce que l'histoire a retenu, sa compagne dans un sens beaucoup plus personnel. Cette situation, Jung maintenant 2 femmes dans des rôles distincts et douloureux, dura des décennies. Emma le savait, Toni le savait. Les 3 vivaient avec cette vérité inconfortable dans des modalités qui n'avaient rien d'élégant, quelles que soient les rationalisations théoriques que Jung pouvait en offrir. Il parlait de la nécessité de l'anima, du féminin intérieur, de la pluralité de l'âme. Mais les femmes concrètes, qui portaient le poids de ces théories, étaient, elles, des êtres de chair et d'os confrontés à une blessure réelle. C'est l'un des lieux où la contradiction centrale de la vie de Jung brûle avec le plus d'intensité. L'homme qui cartographiait l'ombre avec une précision extraordinaire ne voyait pas toujours clairement sa propre ombre. L'homme qui théorisait l'intégration des contraires vivait, dans son mariage et dans ses amours, une scission que la théorie ne résolvait pas. Il faut tenir ces 2 choses ensemble, la grandeur et la faille,
la profondeur et l'aveuglement, le médecin de l'âme humaine et l'homme humain, imparfait, divisé, capable de causer de la douleur à ceux qu'il aimait, est pourtant, qui sortit de ces années de descente, était réel. Les idées qui émergèrent du livre rouge n'étaient pas des constructions abstraites élaborées en chambre. Elles étaient des découvertes arrachées à une expérience intérieure d'une violence tranquille. Elles portaient la marque d'une vérité vécue. C'est peut-être pour cela qu'elles résonnent encore aujourd'hui avec une force que les théories plus proprement construites n'ont pas toujours. Vers 1917-1918, les visions s'apaisèrent. La descente trouva son terme naturel. Jung remonta, non pas indemne, non pas identique à ce qu'il avait été, mais avec quelque chose dans les mains, quelque chose qui n'existait pas avant. Une cartographie de l'intérieur. Il referma les carnets noirs. Il continua à travailler sur le livre rouge, mais de façon moins urgente, plus artisanale. Next! Et il se tourna vers le monde extérieur avec les yeux de quelqu'un qui vient de traverser quelque chose d'essentiel et qui est prêt, maintenant, Textumérien. à en tirer les conséquences théoriques. Le vrai travail ne faisait que commencer. Chapitre 4. L'ombre du monde. Il existe une photographie de Jung prise quelque part dans les années 20, dans les plaines du Nouveau-Mexique. Il est debout à côté d'un homme plus âgé, chef du peuple Pueblo, dont le nom était Okwiyai Biano, lac de la montagne, en traduction approximative. Jung a l'air d'un Européen studieux, légèrement déplacé dans ce paysage de roches et de ciel immense. Mais dans son regard, si l'on regarde bien, il y a quelque chose d'autre. Une attention d'une qualité rare. Le regard de quelqu'un qui écoute non seulement ce que l'on dit, mais ce que l'on est. Les années 20 furent des années de grande mobilité pour Jung. Intellectuel, géographique, spirituel. Sorti de la descente, il cherchait des preuves dans le monde que ce qu'il avait découvert en lui n'était pas le délire d'un psychiatre suisse isolé, mais quelque chose d'universel. Il voulait voir si les structures qu'il avait rencontrées dans ses propres profondeurs, les archétypes, les figures symboliques, les grands récits qui semblaient surgir spontanément de la psyché, se retrouvaient dans des cultures qui n'avaient jamais entendu parler de Freud, de Jung, ni même de la psychologie moderne. En 1925, il se rendit au Nouveau-Mexique pour rencontrer les Indiens Pueblo de Taos. C'est lors de cette visite que lieu la conversation avec Okwiyai Biano qui lui ouvrit quelque chose de profond. Le chef Pueblo lui dit, avec une simplicité qui était aussi une forme de reproche tranquille, « Les Américains sont fous. Ils pensent avec leur tête. Nous pensons ici. » Et il posa la main sur son cœur. Jung rentra à Zurich avec beaucoup à méditer. Non pas que cette rencontre l'ait renversé dans ses certitudes. Il était trop prudent et trop ancré pour cela. Mais elle l'avait mis face à quelque chose d'important. La façon dont une civilisation entière peut être enfermée dans une forme de pensée si dominante qu'elle ne se voit plus elle-même. La rationalité occidentale, dans laquelle Jung lui-même baignait, était une lumière puissante qui éclairait certaines choses
et en laissait d'autres dans une obscurité d'autant plus profonde qu'on ne la soupçonnait plus. L'année suivante, il se rendit en Afrique de l'Est, 5 mois, sur les plateaux de l'Ouganda, dans les savanes où la nuit tombait avec une rapidité qui vous rappelait chaque soir que la lumière est un phénomène précaire. Ces voyages confirmèrent ce qu'il pressentait. Les mêmes symboles, les mêmes figures, les mêmes récits fondamentaux. La naissance, la mort, le héros, l'ombre, la transformation surgissaient indépendamment dans des cultures que des millénaires et des océans séparaient. La psyché humaine, dans ses profondeurs, semblait parler le même langage partout où elle existait. Il appela cela l'inconscient collectif. Mais il est important, ici, de ne pas idéaliser ces voyages. Jung les fit avec les yeux d'un Européen du début du XXe siècle, portant avec lui, souvent, sans en être pleinement conscient, les présupposés d'une époque encore profondément coloniale. Il parla parfois des peuples qu'il rencontrait comme d'exemples de l'homme primitif, terme que nous reconnaissons aujourd'hui comme révélateur d'une hiérarchie culturelle implicite que Jung ne questionna pas suffisamment. Il projeta sur ces hommes et ces femmes des théories qui les transformaient parfois en illustration de sa pensée plutôt qu'en sujet à part entière. Cette limite est réelle. Elle fait partie de l'ombre de Jung, au sens proprement jungien du terme, car Jung y avait théorisé l'ombre avec une précision remarquable, n'était pas pour autant exempt d'en avoir une. Et l'honnêteté intellectuelle commande de le dire. La décennie qui suivit fut celle de la grande synthèse. Jung publia ses types psychologiques en 1921, l'ouvrage dans lequel il formalisait sa distinction entre introversion et extraversion et dans lequel il exposait les 4 fonctions psychologiques: la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. C'était son œuvre la plus accessible, celle qui allait avoir le plus d'impact dans la culture populaire. Et même si cet impact prit des formes qu'il n'avait pas prévues et qu'il n'aurait probablement pas approuvées dans leur totalité. Il construisit aussi de ses propres mains la tour de Bollingen. Bollingen est un lieu sur la rive du lac de Zurich, à 1 heure environ de la ville. En 1923, Jung acheta un terrain là-bas et commença à construire une maison de pierre, non pas avec des architectes, non pas avec des entrepreneurs, mais avec ses propres mains, dans la mesure du possible. Il voulait un espace qui lui appartienne d'une façon radicale, non pas légalement, psychologiquement, un espace qui n'ait pas été pensé par quelqu'un d'autre. Au fil des décennies, il ajouta des parties à cette tour. Une pièce centrale, une annexe, une cour, un atelier, des inscriptions gravées à même la pierre dans plusieurs langues et en plusieurs styles, mêlant l'alchimie, le latin, le grec, et des formules dont lui seul comprenait pleinement le sens. Bollingen était, dit-il lui-même, la concrétisation du processus d'individuation. Une vie intérieure rendue visible en pierre. On y venait sans électricité, sans radio, sans les bruits du monde moderne. On y cuisinait sur un feu de bois, on tirait l'eau d'un puits. On lisait à la lumière d'une bougie.
Et dans ce dépouillement volontaire, Jung retrouvait quelque chose qu'il ne trouvait nulle part ailleurs, le silence qui permet d'entendre. Mais les années 30 arrivèrent, et avec elles, l'ombre la plus lourde de toute l'Europe en 1933, Adolf Hitler, prit le pouvoir en Allemagne. Le monde changea en quelques mois, d'une façon que beaucoup refusaient encore de voir clairement. Et Jung, dans une décision qui reste la plus contestée, la plus douloureuse, la plus difficile à défendre de toute sa vie, accepta la présidence de la Société médicale internationale de psychothérapie. Une organisation qui comptait une section allemande désormais alignée sur l'idéologie nazie. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce moment, et aucune n'est entièrement satisfaisante. Certains de ses défenseurs ont soutenu que Jung avait accepté ce rôle pour protéger les psychothérapeutes juifs qui auraient été exclus de l'organisation allemande en créant une section internationale ouverte à tous. Il leur permettait de continuer à exercer et à publier sous un parapluie non allemand. Il y a des éléments de vérité dans cette explication, et il y a des lettres qui témoignent de la sincérité de son intention, mais il y a aussi autre chose. Il y a des déclarations de Jung datant de cette période qui parlent de la vitalité différente de sa psychologie germanique par rapport à la psychologie juive. Des distinctions qui, dans le contexte de 1934, ne pouvaient pas être innocentes. Il y a un silence qui dura trop longtemps, et il y a, dans les archives, des traces d'une fascination ambiguë pour les forces qui montaient en Allemagne, des forces que Jung, dans son cadre théorique, interprétait comme un réveil des profondeurs archétypiques de la psyché germanique. Cette interprétation était peut-être jungianement cohérente. Elle était politiquement aveugle. Jung reconnut lui-même, après la guerre, qu'il avait manqué de discernement. Il écrivit sur Hitler comme l'incarnation de l'ombre collective, la personnification de tout ce qu'une civilisation entière avait refusé de voir en elle-même, projeté sur un homme qui avait su en faire une arme. Cette analyse était pénétrante. Elle était même, à certains égards, prémonitoire. Il l'avait esquissée dès 1936, avant que la guerre n'éclate. Mais elle ne pouvait pas entièrement effacer les années d'ambiguïté qui l'avaient précédée. C'est le lieu le plus difficile de la vie de Jung. Et c'est peut-être le lieu le plus important, car Jung avait enseigné toute sa vie que l'ombre ne disparaît pas parce qu'on la nomme, elle disparaît dans la mesure où elle peut disparaître seulement lorsqu'on l'intègre, lorsqu'on accepte qu'elle est à soi. Et il fallut du temps à Jung pour intégrer cette part de son propre parcours, pour comprendre que même lui, le cartographe de l'ombre humaine, n'était pas à l'abri de la sienne. Après la guerre, il continua à travailler avec une énergie que son âge ne semblait pas entamer. Quête. Il développa le concept de synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent unir événements intérieurs et événements extérieurs par une logique de sens plutôt que de causalité. Il approfondit ses études sur l'alchimie, qu'il lisait non pas comme une proto-chimie grossière, Qu'est-ce que tu veux? mais comme une projection de l'inconscient sur la matière,
Les alchimistes croyaient transformer le plomb en or, mais ce qu'ils décrivaient dans leurs traités était, selon Jung, la transformation intérieure de la psyché. Il publia, en collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli, l'une des rencontres les plus vertigineuses entre science et psychologie que le XXe siècle ait produite, est à Bollingen. Toujours, il continuait de graver. Il taillait la pierre. Il sculptait des inscriptions. Il ajoutait une aile, une fenêtre, un couloir. Il construisait, dans la matière froide et durable de la roche, quelque chose qui aurait l'air d'une âme, une fois qu'il ne serait plus là pour l'expliquer. L'ombre du monde s'était allongée et rétrécie au rythme du siècle, et Jung était toujours là, à côté du lac, dans sa maison de pierre. Plus rien ne semblerait simple après cela. Chapitre 5. Ce qui reste. L'héritage d'une âme inquiète. En novembre 1959, une équipe de la BBC vint filmer Carl Jung dans sa maison de Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Jung avait alors 84 ans. Il portait ses années avec une aisance tranquille. Un vieil homme aux mains larges et au regard clair, assis dans un fauteuil, entouré de livres, de tapis orientaux, de petits objets sculptés, qui semblaient avoir été collectés dans tous les coins du monde. Le journaliste lui posa une question directe, presque provocatrice, dans l'espoir peut-être de susciter une controverse. « Croyez-vous en Dieu ?» Jung réfléchit un moment, puis il dit, avec la précision tranquille de quelqu'un qui a longuement pensé à ce qu'il allait répondre, « Je n'ai pas besoin de croire, je sais. » Cette réponse fit le tour du monde. Elle fit scandale dans certains cercles religieux. Qu'osait cet homme prétendre savoir quelque chose qu'on ne peut que croire? Elle fit froncer les sourcils dans les milieux scientifiques. Qu'est-ce que cela signifiait, savoir l'existence de Dieu? Et pour ceux qui avaient lu Jung en profondeur, elle était parfaitement cohérente avec toute une vie de pensée. Jung ne parlait pas d'un Dieu théologique, d'un être transcendant qui décrèterait le bien et le mal depuis les hauteurs d'un ciel. Il parlait d'une expérience intérieure, d'une présence que l'inconscient humain portait en lui avec une constance et une puissance que toute l'histoire de l'humanité documentait et que lui-même avait rencontré dans les profondeurs de sa propre psyché pendant les années du Livre rouge. Il n'était pas un croyant au sens conventionnel, il n'était pas non plus un athée. Il était quelque chose de plus difficile à situer. Un homme qui avait regardé dans les profondeurs et n'avait pas pu faire. Semblant de ne pas y avoir vu quelque chose. Ces dernières années furent marquées par une douleur profonde. Emma, sa femme depuis 52 ans, mourut le 27 novembre 1955. Elle était la fondation silencieuse sur laquelle une vie entière s'était appuyée. Non pas silencieuse au sens où elle aurait été effacée, Next. mais au sens d'une présence qui n'avait jamais eu besoin de se mettre en scène pour être essentielle. Sa perte laissa dans la maison de Küsnacht un vide que rien ne comblait. Jung, après sa mort, se rendit à Bollingen et ajouta une nouvelle aile à la tour. Il écrivit qu'il avait senti en construisant comme s'il renaissait dans la pierre. Il travailla sur son autobiographie avec Aniela Jaffé, une jeune psychologue qui enregistrait ses souvenirs
et les organisait en récits. Mémoire, rêve, réflexion fut composée dans les dernières années de sa vie. Un livre étrange, à la fois personnel et universel. Texte dans lequel Jung racontait non pas sa carrière mais sa vie intérieure, les rêves qui avaient compté, les visions qui avaient changé sa direction, les rencontres qui avaient modifié son regard sur lui-même. C'était, disait-il, le seul livre qui lui semblait vraiment le sien. Il mourut le 6 juin 1961 dans sa maison de Küsnacht, entouré de sa famille. Il avait 85 ans. La journée était calme. Le lac était visible depuis sa fenêtre, et juste avant que le silence final ne s'installe, dit-on, il demanda un verre de vin rouge. Un dernier plaisir simple, humain, ancré dans le monde des sens. Il ferma les yeux. Qu'est-ce qui se passa ensuite? Ce fut quelque chose de plus étrange et de plus vaste que ce que l'on peut mesurer avec les instruments habituels de la biographie. Les idées de Jung se mirent à vivre leur propre vie. Joseph Campbell, chercheur américain en mythologie comparative, et avait passé des années à lire Jung en profondeur. En 1949, il publia Le Héros aux 1001 visages, un livre dans lequel il démontrait, en s'appuyant largement sur les concepts jungiens d'archétypes et d'inconscient collectif, que toutes les grandes mythologies du monde racontaient une seule et même histoire, celle d'un héros qui s'arrache au monde ordinaire, descend dans les profondeurs, affronte l'ombre et revient transformé pour servir sa communauté. Campbell appela cela le monomythe, la structure narrative fondamentale de l'imagination humaine. Ce livre fut lu par un jeune scénariste californien nommé George Lucas, qui était en train de développer un projet de film de science-fiction. Lucas absorba Campbell. Il absorba Jung à travers Campbell. Et en 1977, il sortit Star Wars, une saga dans laquelle un jeune héros ordinaire traverse exactement le voyage archétypique que Jung avait cartographié dans les profondeurs de sa propre psyché. 60 ans plus tôt, Dark Vador est l'ombre du père, Yoda est le vieux sage, la force et l'inconscient collectif rendus visibles. Skywalker est un individu en chemin vers son propre soi. Jung n'avait jamais entendu parler de Star Wars. Il était mort 16 ans avant que le film ne sorte. Mais ses idées avaient traversé Campbell pour atteindre Lucas. Et de Lucas, elles avaient atteint des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier, sans que la plupart d'entre eux sachent. Ils regardaient, en quelque sorte, une leçon de psychologie jungienne, enveloppée dans des vaisseaux spatiaux et des sabres laser. Elle était le pouvoir de contagion de ces idées. L'influence passa par d'autres chemins encore. Dans les années 50 et 60, Isabel Briggs Myers et sa mère, Catherine Cook Briggs, qui avait longuement étudié les types psychologiques de Jung, développèrent un questionnaire de personnalité fondé sur ces catégories. L'introversion et l'extraversion, la pensée et le sentiment, la sensation et l'intuition. Le questionnaire devint le Myers-Briggs Type Indicator, le MBTI, qui est aujourd'hui l'un des outils d'évaluation psychologique les plus utilisés au monde. Texte oublié. Employé par des millions d'entreprises et d'individus,
pour comprendre leurs propres tendances et celles des autres. Jung aurait probablement eu des réserves sur la façon dont son système de type a été simplifié et mécanisé dans le MBTI. Il ne croyait pas que les types étaient des cases fixes dans lesquelles on pouvait enfermer définitivement un être humain. Il les voyait comme des tendances dynamiques, des points de départ dans un voyage de développement. Non comme des destinations, mais l'incroyable popularité du MBTI dit quelque chose d'important sur le besoin que les gens ont encore aujourd'hui et d'un langage pour parler d'eux-mêmes, d'un vocabulaire qui reconnaisse leur singularité sans la réduire à une pathologie ou à une anecdote biographique. Il y eut aussi Alcooliques Anonymes dans les années 30. Un riche Américain nommé Roland Hazard souffrait d'un alcoolisme sévère qui résistait à tous les traitements. Il vint consulter Jung à Zurich. Jung le traita pendant 1 an. À la fin du traitement, il lui dit avec une franchise brutale que peu de médecins auraient eu. Il ne pouvait plus rien pour lui. L'alcoolisme de Hazard était trop profond pour être guéri par la psychothérapie seule. La seule chose qui pouvait peut-être l'aider, dit Jung, était une expérience spirituelle authentique. Un réveil intérieur d'une intensité suffisante pour déplacer ce que l'alcool occupait dans sa psyché. Spiritus contra spiritum. L'alcool et l'esprit partagent la même racine latine. Seul un esprit plus fort que la bouteille pouvait en libérer un homme. Alors, Hazard rentra aux États-Unis. Il fit la chaîne des événements qui mena, par des chemins indirects mais documentés, à la rencontre entre Bill Wilson et Bob Smith, les 2 hommes qui fondèrent Alcooliques Anonymes en 1935, la structure spirituelle des 12 étapes du programme AA, la remise de soi à une puissance supérieure, la reconnaissance de ses propres limites, la transformation par la communauté et la foi portent la marque de cette recommandation que Jung avait faite à un patient dans son bureau de Zurich, et Jung le sut. Bill Wilson lui écrivit une lettre en 1961, quelques mois avant la mort du psychiatre, pour lui dire que ses idées avaient participé à la guérison de millions d'alcooliques dans le monde entier. Jung répondit avec une émotion visible. Il était touché que quelque chose de si concret, de si humainement utile, soit sorti d'une conversation thérapeutique. Et puis il y eut le livre rouge, pendant près de 50 ans après la mort de Jung. La famille garda le Liber Novus sous clé dans un coffre-fort bancaire zurichois. Les héritiers hésitaient. Ce livre était trop personnel, trop étrange, trop susceptible d'être mal compris. Mais finalement, après des années de négociations patientes avec l'historien de la psychologie, Sonu Shamdasani, il fut décidé de le publier. Le livre rouge parut en octobre 2009, en fac-similé grand format, avec une traduction anglaise et une introduction savante. Il pesait plusieurs kilos. Il coûtait plus de 100 €. Et il devint un best-seller international. Sa publication fut un événement culturel sans précédent dans le monde de la psychologie. Les gens qui l'achetaient ne le lisaient pas toujours de bout en bout. Sa densité, son étrangeté, les dialogues avec des figures mythiques n'étaient pas d'un accès immédiat. Mais ils le gardaient, ils le posaient sur leur table de nuit ou leur bureau, comme si la présence physique
du livre suffisait à transmettre quelque chose que les mots ne capturaient pas entièrement. Comme si le fait de savoir qu'un homme avait traversé tout cela et en était revenu avec ce grand livre enluminé, Texte sumérien. leur donnait confiance que les profondeurs n'étaient pas mortelles. Aujourd'hui, les idées de Jung circulent dans des formes qu'ils n'auraient pas reconnues. Sumérien. Le concept de l'ombre est devenu un mot courant dans les conversations de développement personnel. Il est cité dans les podcasts, dans les thérapies alternatives, dans les retraites de bien-être, dans les fils de discussion des réseaux sociaux. Et dans cette diffusion, il a inévitablement perdu quelque chose de sa précision originale. Le shadow work contemporain, tel qu'il se pratique dans de nombreux contextes populaires, est souvent une version simplifiée, parfois presque confortable, de ce que Jung entendait par là. Il en faisait quelque chose de beaucoup plus difficile, non pas un exercice de développement personnel balisé, mais une confrontation authentique avec les parties de soi que la conscience refuse d'admettre. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas rapide, et cela ne promettait pas le succès ou le bonheur. Cela promettait seulement la possibilité d'être un peu plus entier, mais même dans sa forme vulgarisée, même dans ses versions aplanies et commerciales. Quelque chose de l'intention originale survit. La popularité de ces idées dit quelque chose d'important sur notre époque. Kexmérien. Nous vivons dans une civilisation qui a développé une puissance rationnelle et technologique extraordinaire et qui reste profondément désorientée face à ses propres profondeurs intérieures. Nous construisons des intelligences artificielles capables de simuler la pensée humaine. Et nous ne savons pas pourquoi nous faisons des rêves qui nous bouleversent. Nous connectons la planète entière en quelques secondes et nous nous sentons plus seuls que jamais. Nous avons fait de la productivité un culte et nous sommes épuisés. Dans ce contexte, Jung revient. Pas comme une solution, il serait le premier à se méfier des solutions trop propres, mais comme une invitation à regarder autrement, à prendre les profondeurs au sérieux, à comprendre que ce que l'on n'a pas intégré ne disparaît pas. Il revient sous d'autres formes, plus insistant à mesure qu'on l'ignore davantage. C'est cela, en fin de compte, qui explique la hantise que le titre de cette histoire nomme. Les idées de Jung nous hantent parce que nous nous reconnaissons en elles, qu'elles décrivent une expérience que nous avons déjà eue. Ce moment où l'on remarque que l'on réagit de façon disproportionnée à quelque chose, que l'on juge chez l'autre, ce que l'on refuse de voir en soi. L'on rêve de quelque chose que le jour avait prétendu avoir oublié. Jung a donné des mots à des réalités qui existaient bien avant lui, et les mots ne disparaissent pas lorsqu'ils sont justes. Revenons une dernière fois à Bollingen. Il est tard dans la vie de Jung. Il est assis sur un rocher, au bord du lac, devant la tour qu'il a construite au fil des décennies. Le lac est immobile. Le ciel, au-dessus des Alpes, commence à virer vers le bleu profond du soir. Les mains de Jung reposent sur les genoux. Ses mains larges et cailleuses d'un homme qui a travaillé la pierre, qui a tenu des malades dans leurs moments de plus grande détresse, qui a écrit des millions de mots dans des cahiers et des volumes reliés, qui a creusé dans sa propre psyché avec une
obstination que seule la conviction d'y trouver quelque chose d'essentiel pouvait expliquer. Et sur le rocher à côté de lui, gravés dans la pierre par ses soins, des mots en latin, en grec, en hébreu, des inscriptions qu'il a choisies avec soin, comme si la pierre était le seul matériau assez durable pour contenir ce qu'il voulait laisser. Parmi ces inscriptions, une formule alchimique que l'on pourrait traduire ainsi. Je suis un orphelin, seul, et pourtant je suis trouvé partout. Je suis mais en opposition à moi-même, un orphelin seul, trouvé partout, et en opposition à lui-même, est peut-être la formule la plus juste que Jung ait jamais inscrite, non pas dans un livre théorique, mais dans la pierre, au bord du lac, dans la lumière déclinante d'un soir de sa vieillesse. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il continue de nous hanter. Épilogue. Le soleil s'est couché sur le lac de Zurich. La tour de Bollingen est silencieuse. Il n'y a plus personne pour allumer le feu, tirer l'eau du puits, ouvrir les grands cahiers noirs sur la table de bois. Jung est parti le 6 juin 1961, par un après-midi calme dans sa maison de Küsnacht, entouré de ceux qu'il aimait. Le médecin de l'âme humaine a rendu sa propre âme simplement, sans éclat, comme on pose un livre que l'on a fini de lire. Il avait été, au long de sa vie, tant de choses différentes. L'enfant solitaire du presbytère de Kleinhüningen, il montait au grenier, portait des messages secrets à une petite figurine en bois, et qui ne savait pas encore qu'il était en train d'inventer sa propre religion intérieure. Le jeune médecin du Burgelsli, qui regardait ses patients avec une attention inhabituelle, et voyait dans leur délire non pas de la folie pure, mais une logique cachée que personne n'avait encore appris à lire. Le fils intellectuel de Freud. Ce prince héritier qui abdiqua parce qu'il ne pouvait pas régner selon des lois qui n'étaient pas les siennes. L'homme qui descendit dans ses propres profondeurs pendant 5 ans de vision et de nuit, de livres rouges, en revint, avec des mots nouveaux pour des réalités très anciennes. Le voyageur qui chercha aux 4 coins du monde la preuve que l'inconscient humain parlait partout le même langage. L'homme qui traversa l'ombre de la politique européenne sans toujours savoir où poser les pieds, et qui en sortit meurtri, humilié, et peut-être un peu plus sage. Et enfin, le vieil homme de Bollingen, le tailleur de pierre, le philosophe du lac, l'auteur d'une autobiographie qui racontait non pas une carrière, mais une aventure intérieure. Ce qui reste de tout cela aujourd'hui n'est pas simple à tenir dans une seule formule. Ces idées ont nourri des thérapeutes, des romanciers, des cinéastes, des mythologues, des théologiens, des physiciens, et des millions de personnes ordinaires qui ne sauraient pas nommer Jung, mais qui ont utilisé, un jour ou l'autre, le langage qu'il a contribué à donner au monde intérieur. Son ombre, ses erreurs, ses ambiguïtés morales, ses angles morts, fait partie de son legs, autant que ses intuitions les plus lumineuses. Il ne peut pas être sanctifié. Il ne doit pas être diabolisé. Il était un homme d'une profondeur et d'une complexité rare. Il avait ses contradictions au même titre que les autres, avec seulement une conscience plus aiguë qu'elles existaient.
Peut-être que c'est cela, la vraie réponse à la question posée par le titre de cette histoire. Pourquoi les idées de Carl Jung continuent-elles de nous hanter? Parce qu'elles nomment quelque chose que nous vivons chaque nuit dans nos rêves. Parce qu'elles désignent cette part de nous-mêmes que nous ne choisissons pas, que nous ne contrôlons pas entièrement, et qui pourtant nous appartient, parce qu'elle nous demande avec une douceur ferme de ne pas réduire la vie à ce qui se voit à la surface, parce qu'elle nous rappelle que la connaissance de soi n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on parcourt sa vie entière et que l'on ne finit jamais tout à fait, parce que dans le silence de la nuit, quelque chose en nous sait déjà tout cela. Est que ce savoir, pour être tenu, a besoin d'être nommé. Jung l'a nommé, voilà pourquoi il reste. Il est tard, maintenant, et la lumière a baissé doucement pendant que nous marchions à travers cette vie remarquable. Tu peux poser cette histoire et laisser le silence prendre le relais. Peut-être qu'un rêve viendra ce soir, peut-être pas. Mais si une image se forme à la lisière du sommeil, un visage, un symbole, quelque chose d'inattendu et de familier à la fois, peut-être que tu sauras, maintenant, d'où cela vient. Et peut-être que cela suffira pour cette nuit à te donner l'impression de te connaître un peu mieux. Bonne nuit.